Bonjour Josué, alors je suis Pablo Toledo et ceci est une présentation de la fresque du climat. Donc Josué, est-ce que tu peux te présenter puis nous expliquer un petit peu ce que c'est que la fresque du climat? Pablo, alors moi c'est Josué Bello, je suis animateur de la fresque du climat depuis maintenant 2 ans et demi. Moi je m'occupe de la fresque du climat sur Amiens, c'est-à-dire que je fais en sorte que le réseau amiénois soit entretenu, on va dire, enfin de former des animateurs et de créer des opportunités pour que les animateurs aussi animent dans Amiens. D'accord. Actuellement, il y a à peu près combien d'animateurs fresques du climat sur Amiens? Sur Amiens, on est 35, un peu plus de 35. D'accord. Alors bon, là on a une fresque qui est en train d'avoir lieu, on la montrera tout à l'heure à la caméra. Donc bon, aujourd'hui actuellement le tableau est sombre, il y a des incendies, des feux de forêt, des inondations, la banquise qui fond, des températures records. Toutes ces catastrophes qui s'enchaînent de façon quasi quotidienne et qui se voient désormais à l'œil nu. Toi, comment est-ce que tu vis tout ça? Comment tu te positionnes là-dedans? Alors, bon, j'ai une position assez particulière en fait, enfin assez particulière, assez complexe on va dire, puisque il y a quelques années, en fait, j'y crois toujours. J'y crois toujours qu'on peut faire des choses, mais il y a un moment où j'ai quand même pris une claque en me disant on va pas assez vite, on fait pas suffisamment de choses. Et finalement, l'approche que j'ai aujourd'hui, c'est un peu une approche, c'est comme si j'avais fait le deuil en fait. Je me dis que, ok, il y a des choses qui vont se passer. Ce qu'on voit avec la fresque du climat, c'est que ça va certainement se passer. Mais le but, c'est que ça se passe le moins possible en fait. C'est pas tout ou rien en fait. Il y a un curseur à placer. Et pour moi, j'agis pour mettre le curseur le plus bas possible, pour qu'il se passe le moins de choses possibles. Tout à fait. Donc l'ONU constate du coup que les engagements déposés par les États lors de la COP26 mènent vers un réchauffement de 2,7 degrés, alors que lors des accords de Paris, donc de la COP21, les engagements qu'on avait pris étaient du degré de 1,5 degré. 1,5 degré, c'est un seuil qu'on sait qu'il ne faut vraiment pas dépasser parce qu'après c'est la catastrophe. 2,7 degrés, c'est la catastrophe. Et actuellement, malheureusement, c'est vers là qu'on va. Oui, en fait, on se rend pas compte, mais vraiment 2,7 degrés, c'est énorme. On pense que c'est quelques degrés, mais moi, ce que je donne toujours comme exemple, déjà, il y a les risques d'emballement climatique. Au-delà de quelques degrés, le permafrost se dégèle, donc ça peut s'emballer. Mais ce que je donne comme exemple, entre 1,5 degré et 2 degrés, la différence. Un exemple simple, c'est le corail. Il disparaît à environ à 70% à 1,5 degré de réchauffement, tandis qu'à 2 degrés, c'est déjà 99% des coraux qui disparaissent. Enfin, imaginez, vu que 1/5 de la population vit de la pêche pour vivre, enfin pour se nourrir, imaginez les dégâts que ça fait. Et puis la population marine elle-même. Intrinsèquement, les coraux, on n'a pas envie de les voir disparaître. C'est des beautés de la Terre, et donc ça me paraît inimaginable d'arriver à 2 degrés. Et là, on parle de 2,7 en fait. J'ai listé un bouquin de recherche là-dessus, l'experte, qui est française d'ailleurs, l'experte de la barrière des coraux, quand elle a compris que sur 10 ans le coraux était condamné à mourir, elle en a été malade physiquement, quoi, directement. Ça l'a impacté dans sa personne, quoi. Ouais, c'est un impact qui peut nous paraître indirect, mais en plus, là j'ai donné qu'un exemple, mais des impacts en France, on en aura aussi des vagues de chaleur de plus en plus grandes. Ça nous impacte indirectement et directement en même temps. L'État français vient de se faire condamner pour son inaction climatique, donc l'affaire du siècle, il y en a qui ont certainement entendu parler de ça. Une nouvelle plainte a été déposée justement par rapport à l'inaction de l'État, donc d'un point de vue de la biodiversité. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce phénomène nouveau, quelque part, qui fait que les ONG se mobilisent, portent plainte contre les États? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je pense que c'est vraiment un bon moyen de faire plancher les États, de faire plancher les États, pardon. De mettre la pression, quoi. De mettre la pression, parce que en fait, les États sont responsables. Et on se rend compte par exemple avec le coronavirus que les États agissent plus ou moins, je ne vais pas rentrer dans le débat si c'est suffisant ou pas, mais en tout cas ils agissent et c'est parce qu'ils sont responsables, ils seront responsables des morts s'ils ne font rien. Donc là il faut juste réussir à montrer
que pour le changement climatique, c'est la même chose finalement, voire même pire, il y aura plein de morts, sauf que c'est pas tout de suite, c'est pas direct, ça se voit pas. Mais en fait, on va réussir à le montrer, enfin on le sait déjà, mais il faut réussir que la population s'en saisisse pour que le gouvernement finalement soit aussi responsable des morts qui vont arriver plus tard. Et dès que la responsabilité d'un individu moral ou physique est mise en cause, je pense que les choses avancent vraiment plus vite. Juste, ça s'est vu en Australie pendant les incendies, par exemple, l'irresponsabilité de l'État, ça s'est vu assez clairement. Hein, ça, tout à l'heure, tu parlais des boucles de rétroaction positive. Bon, nous, on sait ce que c'est, mais peut-être que les gens, il y en a qui sont un peu largués là-dessus. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu le concept de l'emballement climatique? Alors, c'est un concept qui veut dire que lorsqu'on commence à réchauffer la planète va se réchauffer encore plus. Alors, des exemples. Donc, exemple le plus connu, c'est le permafrost. Enfin, il devrait être connu, en tout cas parce que c'est un phénomène assez impactant. Alors, pour info, pour ceux qui ne sauraient pas, le permafrost, c'est les terres qui restent gelées ad vitam aeternam, qui sont gelées depuis des siècles, des millénaires, et qui se dégèlent, là, qui commencent à dégéler, quoi. Ouais, ça représente 1/5 des terres émergées. Donc, la Sibérie, par exemple, voilà, Alaska. Donc c'est énorme, et en fait, vu que ça retient du méthane, puisqu'il y a de la matière organique en décomposition sous ce permafrost, qui a produit du méthane, et ce méthane peut se relâcher d'un coup, et c'est des grosses poches de méthane qui vont se relâcher, et sachant que c'est un pouvoir réchauffant global de 25 fois plus réchauffant que le CO2, c'est un impact énorme en fait. Ouais. Ça c'est aussi quelque chose que les gens ne savent pas trop, mais le méthane on n'en parle pratiquement jamais dans les médias, mais c'est 25 fois pire, plus réchauffant que le CO2 quand même. Ça veut dire il y a des kilotonnes de méthane relâchées dans l'atmosphère par rapport au permafrost. C'est une catastrophe absolue quelque part. C'est absolu. En fait, les scientifiques n'avaient pas estimé dans l'avant-dernier rapport du GIEC, le dernier rapport je ne suis pas sûr, mais ils n'avaient pas pris en compte ce dégel de permafrost parce que c'est très dur à modéliser. Et ils disaient qu'il y a une incertitude, ça pourrait augmenter entre 2 degrés et, il me semble à vérifier, entre 2 degrés et 8 degrés, parce que c'est tellement incertain. Mais imaginez si ça commence à s'emballer, en fait. Bah, et d'un côté, c'est ce qui nous pousse à agir encore plus rapidement, parce que plus on attend, plus ça va être dur. C'est pour ça qu'il y a vraiment urgence. On insiste souvent là-dessus, on l'explique en conférence, etc. Il y a une véritable urgence climatique. Moi, je sais que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais il ne faut pas parler de ça en termes d'urgence. » Mais quand c'est urgent, c'est urgent. Il n'y a pas d'autre... voilà. Ouais, c'est souvent urgent avant qu'on le voit. Mais... Oui, tout à fait. La COP26, tu as été, comment ça s'est passé? Quelle expérience t'en as retiré là-dessus? Alors moi j'y suis allé en tant qu'animateur de la fresque du climat, donc toute la partie institutionnelle, donc en zone bleue où il y avait les ministres. Je n'ai pas vu directement, mais bon, en fait on était environ 150 animateurs de la fresque du climat à y être allés, en moyen non aviation, hein, bien sûr. Excellent, excellent. Autant le préciser. Tout à fait. Et donc le but pour l'association c'était de l'internationaliser, et donc de convaincre des ministères, des associations, des ONG d'utiliser la fresque dans leur pays. Donc on l'a fait pour un peu moins, environ 9 ministères qui vont en fait déployer cet outil en France pour reproduire en fait ce qui se passe en France, mais encore plus vite parce que maintenant avec l'association on est rodé, on sait comment ça fonctionne et on peut y aller en fait. Là en France, je ne l'ai pas précisé, mais dans un an on pense qu'on aura sensibilisé 1 million de personnes. Donc on n'est pas 4 ans de temps, en 4 ans de temps, on aura sensibilisé tout ce monde-là, qui quand même représente 1/66e de la population, donc c'est quand même pas mal. Et là on essaye de faire pas qu'en France en fait, hein, il faut aussi faire à l'international. Et donc ça va se déployer petit à petit partout dans le monde. Et moi c'est ce qui me donne un peu aussi l'espoir qu'il y ait une bascule à un moment dans la prise de conscience. Qu'est-ce que tu penses de personnalités comme Greta Thunberg, des gens comme ça qui donnent un peu l'alerte dans le monde entier? Je pense qu'elle est très courageuse. On a un sacré relais là. Tu as vu le film donc, du COP? Comment tu l'as trouvé du coup? J'ai trouvé... moi je faisais le parallèle, enfin comme beaucoup de gens, je faisais beaucoup de parallèle avec le changement climatique. Donc j'étais assez émotif en fait à la fin du film. Mais moi aussi,
c'était tellement proche de la réalité. C'est ça. En fait, ça m'apporte le récit de ce qui pourrait se passer, donc je me projetais vraiment dans ça. Et ouais, je me suis dit, bon, après ça me donnait un espoir, en me disant, bon, un film Ah bah ça donne la niaque quand même. médiatique, hein. oui, Voilà. enfin c'est médiatique, les gens vont quand même voir le lien, enfin, je l'espère. Voilà, la prochaine marche qu'on organise, ça sera une marche Look Up justement. Voilà, voilà. On s'est dit on va communiquer là-dessus, quoi. Ouais, je pense que c'est un bon de embarquer les gens qui ne sont pas forcément d'habitude, ça va les impacter, je pense. Oui. C'est un bon film. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la politique dans tout ça? Le niveau d'abstention en France est très fort, il y a une énorme défiance vis-à-vis des politiques. Toi, comment est-ce que tu vois tout ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à rien? Alors ça sert pas à rien, c'est sûr, ça sert même à quelque chose. Je peux l'assurer, enfin je peux l'assurer avec ma vision des choses. Oui. Moi je pense que, enfin, pour moi le plus grand défi c'est d'aller chercher l'absentéisme, enfin, les gens qui ne votent pas. Mobiliser les abstentéistes, ouais. Ouais, je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, en fait, c'est des gens qu'on ne voit pas. En fait, on ne se rend pas compte, mais je pense qu'en France, il y a une frange de la population qu'on ne connaît pas, enfin à qui on ne parle jamais. On se dit tiens, il y a des gens qui ne votent pas, abstentionnistes, voilà, j'ai dit abstentéistes, pardon. Et ces gens-là, on ne sait pas comment les atteindre. Et franchement, pour moi, c'est un casse-tête sur lequel il faut vraiment se pencher. Il y en a beaucoup qui se penchent dessus, hein, Oui. heureusement. Mais il faut accélérer et dire que enfin, c'est important de voter, même si démocratiquement, il y a beaucoup de choses à faire en France pour améliorer les choses. Que voter pour un président, c'est dommage. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme ça et il faut s'y adapter. Hein. Je pense que les gens, beaucoup, très souvent, ils ont été déçus aussi. Hein. Quand tu votes pour un président que tu penses qu'il va faire une politique et finalement sa politique est faite de renoncement, par exemple, bah, ça déçoit forcément l'électorat. Le fait de voter juste pour un vote utile, enfin c'est... Ça aussi, ouais, on se sent un peu forcé. On perd facilement pas la foi, mais la conviction, la politique. Tout à fait, ouais. Et pourtant, oui, c'est important de voter parce que sinon on n'avancera jamais sur cette question-là. 20 mètres carrés par seconde, c'est le taux d'artificialisation des terres en France. 20 mètres carrés de terre par seconde est bétonisé en France. Au bout de 10 ans, ça fait l'équivalent d'un département. C'est-à-dire que c'est quand même énorme. Ici, sur Amiens, du coup, on sait qu'il y a 132 hectares de terre qui vont être artificialisés sous peu, donc Borrelia, etc. Qu'est-ce que tu penses toi par rapport à la métropole, par rapport à la responsabilité de la métropole dans cette ville, par rapport à est-ce que c'est bien que ça reste comme ça, on laisse faire, ou est-ce qu'il faut faire résistance? Comment se positionner par rapport à ça? C'est totalement incohérent pour la métropole. Enfin, je pense qu'elle, au niveau du Grand Aminois, il porte un plan climat. Je me demande comment ils vont faire pour prendre en compte ça dans le plan climat. Donc moi, je ne l'ai pas dit, hein, mais professionnellement, je m'occupe aussi du plan climat pour le parc naturel régional de Havre-de-Somme. Et si j'avais ça sur mon territoire, je me poserais des questions. En fait, je me dis... Enfin, je ne suis pas en train de jeter la pierre à mes collègues, hein, bien sûr, je les connais, j'en parle. Mais je parle au niveau de la politique, vraiment, au niveau de la politique. C'est totalement incohérent en fait, ça se ressemble à la politique nationale, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Ouais, c'est schizophrène. Ouais, c'est schizophrène, on va faire des actions par exemple pour le recyclage des déchets, c'est très bien. Par contre, on fait un grand pas en arrière. Enfin, combien de projets il va falloir pour compenser cette artificialisation des sols? C'est ça. Et puis c'est des terres arables en plus, c'est des terres agricoles. Je pense que si on fait le compte à la fin de ce qu'on va devoir dépenser pour rattraper le coup, en termes environnementaux, on est totalement perdant. Et dans 5 ans, même dans quelques années, je pense que l'environnement sera encore plus au cœur. Et là, on devra être redevable en fait des pertes qu'on a données à l'environnement. Et on va devoir payer pour ça. Enfin, je sais pas, là, je m'avance un peu. Ça peut être totalement financièrement, mais ça peut être un gouffre. Ouais. Quand Alain Geste, le président de la métropole, avait présenté ça, parce qu'il a été obligé de le présenter de façon publique par rapport à la loi, quand il a présenté le projet Borrelia, j'avais pris le micro, du coup j'avais rebondi, j'avais dit que j'ai trouvé Borrelia, c'est 62 hectares, je lui ai dit que j'avais trouvé que c'était énorme. Ils m'ont répondu que sur Amiens, pour une ville de la taille d'Amiens, c'est rien du tout, c'est totalement symbolique.
Et du coup, bah, on reste à se dire, mais ça fait combien de stades de foot? Enfin, c'est énorme. Il faut repositionner ça à ce qui peut être entendable. Et là, pour moi, c'est pas entendable. Ça peut à l'échelle de ville comme ailleurs. C'est ça. Les 150, la Convention citoyenne pour le climat. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un petit peu aux gens ce que c'est? Oui, c'était 150 citoyens tirés au sort dans la population de manière aléatoire, mais selon des catégories socio-professionnelles pour bien représenter la population, qui se sont réunis, qui ont plusieurs séances entre eux, dont une grosse partie de sensibilisation. Ils ont d'ailleurs joué à la phase du climat, ils ont rencontré Valérie Masson-Delmotte, enfin ils ont rencontré plein d'experts. Qui va venir sur la mienne. Oui, effectivement. Et ils en sont venus à des mesures, 149 propositions, qui, pour des citoyens, enfin prenez des citoyens lambda dans la population et faites-les ressortir avec ces mesures sans la sensibilisation qu'ils n'auraient pas fait. C'est ça. Donc en fait ça montre bien qu'ils ont compris qu'il y avait un problème et ils en sont venus à mettre des propositions qu'ils n'auraient pas fait, enfin qu'aucun citoyen n'aurait fait de son propre fait s'il n'y avait pas eu en fait cette conscientisation. Et qui sont des propositions courageuses en plus, qui vraiment cherchent à provoquer un changement radical sociétal que les politiques eux-mêmes n'ont jamais osé finalement mettre en place. Qui n'osent même pas aujourd'hui mettre en place, vu que Macron a fait l'impasse sur quelques mesures. Alors il a fait l'impasse sur 3 mesures, alors sur 149 mesures il a fait l'impasse sur 3, mais après elles ont été votées au niveau du Sénat et finalement il y a à peu près 10% qui a été retenu sur la loi climat, c'est-à-dire qu'il y a 90% de ça qui a été malheureusement mis de côté pour ne retenir que bon, des petites mesures qui sont bien, mais qui sont clairement insuffisantes. Ouais. D'autant plus que la France a été épinglée justement pour son inaction. Ouais. Mais je pense que les politiques ont peur de la population, ils pensent qu'ils ne sont pas au fait, qu'ils ne sont pas au courant. C'est certes vrai pour une bonne partie de la population, oui. Mais ils ne voient pas que ça bouge et que, en fait, pour que ce soit accepté, il faut reproduire la sensibilisation qu'ont eu ces 150 citoyens, il faut la reproduire à l'échelle de la France. Il y en a qui l'essayent vraiment, enfin qui font le maximum avec la phase du climat, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Mais pour que finalement les politiques se disent bon bah la population a compris en fait aussi, enfin je vois qu'elle a compris, parce qu'elle a déjà compris en fait pour la plupart. Donc maintenant on peut y aller, on peut faire ces mesures, elles seront acceptées plus facilement. Il y a plein de villes qui ont décrété l'urgence climatique, dont Paris par exemple, Grenoble, etc. Est-ce que tu penses que sur Amiens ça serait une bonne chose que la métropole décrète l'urgence climatique Ça montrait un engagement cohérent pour le coup. Tout à fait. Là, on ne peut plus se permettre ce genre d'incohérences qui finalement nous font reculer au lieu d'avancer. Alors nous, on n'a pas arrêté de leur demander, hein. Même l'opposition l'a demandé, nous on l'a demandé maintes fois dans la rue, dans les médias, etc. C'est vrai qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas le faire, alors que finalement, ça serait, comme tu disais, ça serait cohérent. Comment sensibiliser? Est-ce qu'on peut faire des fresques dans les écoles? Quelle serait la meilleure façon, ou des conférences? Quelle serait la bonne façon de sensibiliser? Pour moi, la meilleure façon, c'est la fresque du climat. Je vais le dire tout de suite, mais je vais expliquer pourquoi. Ça fait longtemps qu'on parle de changement climatique et souvent c'est une information descendante. En fait, on nous dit la chose et finalement on y croit ou on n'y croit pas. Là, avec la fresque du climat, on prend l'information, on ingurgite, on la digère, avec les participants, on est 5 à 8 autour de la table, on échange entre nous, on a le temps vraiment de prendre l'information, et c'est beaucoup d'informations, hein, parce qu'on revoit quand même le rapport du GIEC, on le comprend en tout cas. Et à la fin, on voit que les participants sont bien impactés, ils ont compris les choses. Que si demain un climato-sceptique vient les voir, et qui leur met le doute, ils diront ah non regarde, enfin je sais à quoi ça ressemble, j'ai vu la fresque du climat, j'ai la vision globale des choses, donc maintenant j'y crois plus. Et en plus de ça, bonus, c'est qu'ils vont se mettre à agir, parce que quelqu'un qui comprend le problème, imaginez quelqu'un qui investit dans un projet sans le comprendre, ça n'existe pas, et là pour la fresque du climat c'est pareil, il a compris le problème, il va pouvoir s'investir. La question de la déforestation. Par exemple, on sait qu'actuellement, nous mangeons des quantités de viande, des poissons, des origines,
des viandes animales, donc, puis des œufs, du lait, etc. On sait que c'est pas soutenable tout ça. On sait que il y a 65 milliards d'animaux terrestres qui naissent par an et qui sont finalement tués et puis qui grandissent dans des conditions épouvantables. Ils sont entassés, entravés les uns sur les autres, qui voient jamais la lumière du jour. Il y a aussi 130 milliards d'animaux marins dans les mêmes conditions. On sait que ce sont des conditions qu'on souhaiterait à aucun être vivant et pourtant on le fait. Il y a le côté éthique de la question, mais aussi d'un point de vue climatique, on sait que ça produit du méthane en quantité, on sait que ça produit de la déforestation en masse. Par exemple, 63% de la forêt de l'Amazonie est actuellement directement liée à la déforestation par rapport à ça, donc parce qu'ils produisent du soja pour nourrir le bétail. Comment on peut faire à titre personnel, individuel ou même collectif pour agir par rapport à ça? Alors pour moi la question animale est primordiale, c'est notre rapport au vivant finalement, et si notre rapport au vivant était, on va dire, mieux développé, si on était moins loin de ça, on y ferait beaucoup plus attention. Et souvent j'aime dire que le changement climatique est une opportunité pour revoir en fait toutes les choses qu'on a mises de côté dans la société. Qu'on a fait de travers. Aucun sens. Enfermer des animaux dans des cages, quel humain, s'il voit ça devant, en face de lui, continuerait de le faire? C'est parce qu'on est trop éloigné de nos responsabilités. Et pour moi, quand on s'attaque au changement climatique, il faut vraiment avoir un prisme assez large et parler de biodiversité ou des animaux. Enfin, quand on voit que la biomasse terrestre, là je vais redonner des chiffres, mais que c'est 6% de la biomasse terrestre est humaine, 60% sont des animaux d'élevage et 34% les humains. Les humains. Ouais. Oui, et donc 6% des animaux sauvages. Je trouve que... Et ces petits pourcentages qui est entre 4 et 6% effectivement des mammifères qui sont à l'état sauvage sont ceux qui se font chasser, sont ceux qu'on extermine à coups de fusil. En plus. Ouais. Enfin, quand on voit, ça n'a pas de sens. Et en fait, le changement climatique, c'est pour ramener un peu de sens dans notre société. Pas acheter des tomates qui viennent d'Espagne, ne pas marcher sur la tête. Et là, pour les animaux, c'est ne pas enfermer, c'est de ne pas faire des conditions inhumaines pour des animaux, enfin inhumaines dans le sens où on n'est pas humain en leur influence ça. Tout à fait. Oui, parce que c'est très sentient quelque part. C'est des êtres qui ont la capacité de souffrir, la capacité d'avoir peur, d'avoir de la douleur, d'avoir mal. Même s'ils n'ont pas notre intelligence, ils sont quand même... c'est pas des machines, c'est pas des choses. Ouais, et puis là, c'est vraiment l'opportunité de re-questionner, puisqu'on voit que c'est quand même culturel. Au début du siècle 1900, du 20e siècle, on consommait environ 30 kg de viande par personne. Là, on est à plus de 80-90. C'est que finalement, c'est juste culturel, cette consommation de viande. Et là, on peut la re-questionner. Parce que finalement, on a ce cran d'arrêt qui nous dit que si on continue, on va droit dans le mur. Et on a l'endroit, on va se re-questionner. Est-ce qu'on a un contact si on a envie de faire une fresque du climat, comment est-ce qu'on se met en contact avec toi? Oui, alors il y a une page Facebook, un fresque du climat Amiens. Et sinon, une adresse mail, c'est amiens@fresqueduclimat, tout collé, fresqueduclimat.org. amiens@fresqueduclimat.org. Vous m'envoyez un mail et je vous répondrai. On le mettra dans le descriptif de la vidéo du coup. Bon, merci beaucoup José pour tout ce que tu fais et puis à très vite. Merci Fabio. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, nickel. Là, faut Moi je suis carrément en l'envers. J'ai l'impression qu'on va finir.